invité sur ce plateau est Stéphane Kerkhoff, qui est délégué général pour l'association Agir pour l'environnement. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas que délégué général d'une association, vous êtes aussi auteur, écrivain. Vous avez écrit notamment 3 livres. C'est La dictature de l'immédiateté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que j'entends ce mot. C'est la dictature de l'urgence, c'est la vitesse qui nous insère chacun et qui nous amène à aller plus vite que ce qu'on aimerait. C'est l'évolution de la société qui nous emmène? Oui, c'est l'environnement technologique qui nous amène aussi beaucoup à surréagir, à être en prise directe, en temps réel, on va dire, avec des choses, une fois encore, qui nous amènent à accélérer et aller plus vite que ce qu'on peut réellement. La musique, quoi. Voilà. Plus vite que la musique. Et alors, vous en avez fait un autre sur Grenelle de l'environnement, l'histoire d'un échec. Voilà, bon, ça commence à dater un petit peu, mais c'était à l'époque grande époque du Grenelle de l'environnement, où en fait on entendait quand même beaucoup de chroniques encenseurs, considérant le Grenelle comme une victoire de l'écologie. Or, à y regarder un peu plus dans le détail, on a constaté que sur le discours, c'était effectivement très intéressant. Dans les actes et les décisions législatives, ça l'était beaucoup moins. Et alors, où on en est aujourd'hui? L'évolution? C'est comme toute séquence médiatique où on en fait trop pour cacher le pas assez. À un moment, on se retrouve avec un flux et reflux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler d'écologie il y a 2-3 ans. 4-5 ans. C'est à la mode même. C'était. Ah, ça l'est plus ? Beaucoup moins. Très honnêtement, on a quand même beaucoup plus de mal aujourd'hui à faire passer des messages écologiques, a fortiori en matière réglementaire, où globalement c'est un peu passé en second plan au regard des crises économiques qui ne sont que le résultat des crises écologiques, malheureusement. Et alors justement, puisqu'on parle d'écologie, vous avez écrit un autre livre qui s'appelle Hold Up, sur l'écologie, les fossoyeurs de l'écologie au chevet de la planète. Ça fait peur comme titre. Hein. Oui, bon, rassurez-vous, c'est pas un livre d'horreur, on parle que d'écologie, et d'industriels et de responsables politiques, mais ce n'est que la continuité du Grenelle, pour le coup. Une fois encore, un certain nombre de responsables politiques et de décideurs économiques qui parlent beaucoup d'écologie, qui matinent toute leur stratégie industrielle d'un petit vernis vert. Et in fine, quand on gratte ce vernis, on s'aperçoit que ça reste à peu près les mêmes stratégies. Et alors, comment est-ce qu'on devient militant comme ça dans l'environnement, comme vous, comme d'autres, parce que vous êtes plusieurs? C'est comme Astérix, on tombe dedans quand on est tout petit. Non, je sais pas. Ça veut dire quoi? Les parents déjà avaient initié le mouvement? Oui, je pense que j'ai quand même habité dans un cadre bucolique, on va dire, qui m'a un peu préservé, sensibilisé. Après, voilà, j'ai été objecteur de conscience. J'ai travaillé dans une association liée à la promotion des transports urbains, puis petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes délégué général de l'association Agir pour l'environnement. Alors, l'émission Agir pour l'environnement, c'est dans le titre un petit peu, c'est pour faire des choses pour préserver l'environnement. Oui, alors c'est une association de protection de l'environnement, comme son nom l'indique, mais plus à vocation de lobbying, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire pression, sensibiliser les élus aux petites choses réglementaires qui permettraient d'améliorer la survie de la planète. Alors, est-ce que vous avez un exemple d'un projet que vous avez suivi et qui a une jolie fin ? Parce que bon, tant qu'à faire, autant donner heureusement, un discours positif. En 20 ans, on a quand même obtenu quelques résultats. Malgré tout, par exemple, le bonus-malus pour les véhicules les moins polluants, on a été à l'initiative il y a une quinzaine d'années. On a émis cette idée de faire bénéficier à l'acheteur potentiel d'une automobile propre d'une prime et de durcir ou de renchérir le prix des véhicules les plus polluants. Voilà. Il y avait quand même une petite polémique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'au niveau politique, au niveau de la loi, il y avait des choses qui se contredisaient pour les diesels. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une procédure réglementaire ou une incitation fiscale, il y a toujours après des effets pervers qui peuvent en découler. Nous, quand on a proposé ce principe de bonus-malus, c'était évidemment pour tenir compte des rejets de CO2 générateurs de dérèglement climatique, mais aussi prendre en compte les particules fines pour éviter justement cet effet pervers de promotion implicite du diesel. Malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pris que la première partie. Aujourd'hui, on n'incite plus à acheter du diesel, c'est bon ou...
une fois encore, le bonus devrait articuler deux principes, le CO2 et les microparticules. Aujourd'hui, il ne prend que le CO2, il délaisse les microparticules parce qu'évidemment, il y a un constructeur hexagonal qui est le principal promoteur du diesel. Donc, donc il y a encore du boulot à faire à ce niveau. Oui, rassurez-vous, ce n'est pas le seul thème, mais pour le coup, sur les questions de transport, il y a encore un peu de travail. Oui. Alors, il y a dans vos missions la mission de réunir aussi toutes les associations écologiques. C'est ce que vous disiez, en fait, c'est pour faire poids et pouvoir proposer une nouvelle loi ou faire appliquer la loi. On s'est aperçu au fil des campagnes avec un peu de stupéfaction qu'en fait, il y avait énormément d'associations, ça c'est plutôt bien, mais qu'elles n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble sur des sujets donnés. Oui, chacun fait son truc dans son coin. Voilà, mais en défendant parfois exactement la même position. C'est-à-dire que... Alors, c'est même pas de la concurrence. Peut-être pas qu'elles existaient. C'est ça. Ou pas forcément le réflexe d'aller voir le cousin ou le frère ou la sœur, mais bon voilà, donc du coup nous on joue un peu le rôle d'entremetteur, voilà, donc on si fait rencontrer des gens. vous avez connaissance par exemple d'une association dans une région et que vous connaissez une autre association qui a pratiquement les mêmes objectifs, les mêmes missions, vous les faites se rencontrer. On a 2-3 exemples, par exemple sur les OGM dans les années 80, fin des années 90, il y avait des syndicats agricoles qui travaillaient contre les OGM, des associations de protection de l'environnement qui travaillaient sur les OGM et des associations sur la santé qui travaillaient sur les OGM, mais ne se réunissaient pas. Donc nous, on a créé une plateforme où on a dit, sur les OGM, il y a un problème de santé, il y a un problème de santé, d'environnement et de production agricole. Donc autant nous réunir pour essayer de porter un discours commun en tenant compte, après, des parcours et des cheminements particuliers de chaque structure, mais qu'on valorise cette richesse. Oui, c'est-à-dire que l'association ne va pas se perdre dans une autre, finalement, elle garde son identité, mais au moins elle sait qu'il y a une autre association qui œuvre dans le même sens. Et c'est vrai que c'est quand même mieux quand on est un groupe à travailler dans le même, sur la même mission. Alors, vous avez des partenaires, bien sûr, beaucoup de partenaires. Est-ce que dans les partenaires, vous en avez encore besoin ou, parce que comme chacun sait, une association a besoin d'argent pour fonctionner. Vous devez avoir quelques subventions, mais ça ne doit pas suffire. Non. Donc nous, pour le coup, vu qu'on est une association de lobbying, on a toujours réduit à la portion congrue les subventions. Donc on s'appuie beaucoup sur un réseau de donateurs et d'adhérents. Donc voilà, les subventions baissent, mais malgré tout, ça ne représentait pas grand-chose. Ça ne représente presque plus grand-chose. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Après, en termes de partenariat, je pense qu'on a toujours besoin des associations parce que, voilà, une fois encore, on n'a pas la prétention d'incarner le mouvement associatif à nous tout seuls. Donc nous, on continue à essayer de regarder comment on peut articuler plusieurs... On a lancé par exemple une campagne sur la pollution lumineuse où on s'est rendu compte qu'une fois encore, il y avait des astronomes amateurs qui étaient victimes de la pollution lumineuse, les naturalistes et les défenseurs du climat. Ouais. Voilà, donc parce que vous parlez de ça, en Polynésie par exemple, on a des oiseaux marins mais qui nichent en montagne et qui sont perdus, qui tombent en fait dans la ville et ensuite c'est très difficile de les... il faut les ramasser, les amener vers une côte avec le vent ou avec un espace haut et tout ça vient des lumières. Partout. Donc c'est inviter chaque ville à diminuer les lumières publiques, mais d'un autre côté, vous allez avoir des associations qui vont dire oui, mais pour la sécurité, moi je veux que ma rue soit éclairée. C'est un peu difficile. Alors comment vous faites ? Oui, ça, bon, c'est l'argument entre guillemets tarte à la crème qu'on rencontre assez régulièrement. Et nous, voilà, on s'appuie aussi sur des études nous indiquant que la plupart des vols se font en plein jour, que les voleurs, comme l'immense majorité des gens ont besoin de lumière pour voler, et quand vous éteignez la lumière, ils ont du mal à se repérer. Donc l'insécurité, elle ne va pas croissante avec l'obscurité. Voilà, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat, et en réalité, c'est pas parce que vous mettez 12 lampadaires que vous allez... Au lieu de 50 Non, mais c'est pas parce que vous augmentez le nombre de lampadaires que vous réduisez l'insécurité. Ça, c'est une Donc réalité. il faudra revenir pour nous parler de ça. Et alors, dans
les actions que vous faites. Il y a une pétition que vous avez lancée en ligne. Vous n'êtes pas tout seul, vous le disiez tout à l'heure, il y a d'autres associations derrière. C'est Stop au barrage d'irrigation de Sivens, c'est comme ça qu'on dit, Sivens ? Sivens, ouais. Sivens. Et alors, c'est 13 hectares de zones humides qui risquent de disparaître ? Qui sont en train de disparaître, oui, sous les coups des tronçonneuses et des industriels qui aujourd'hui veulent créer une retenue d'eau pour l'irrigation du maïs. Maïs OGM, non, ne dites non, pas ça. Mais enfin, entre maïs ouais. et maïs OGM, pour le coup, c'est juste une culture qui réclame aujourd'hui beaucoup d'eau, qui n'est pas forcément adaptée au sud de la France, et une fois encore, qui crée une espèce d'ambiguïté dans le grand public, où on demande aux particuliers de réduire sa consommation d'eau parce qu'il faudrait faire des économies, le syndrome de la goutte d'eau, où en gros, éteignez votre robinet quand vous vous lavez les dents, et parallèlement à ça, vous avez des agriculteurs qui utilisent et qui ont recours à du maïs et qui vont gaspiller quantité d'eau et qui aujourd'hui ont besoin de nouvelles retenues qui va noyer une zone humide avec des espèces protégées, plus d'une centaine. Et pourtant, il y a j'allais dire un organisme qui reconnaît ça, et qui classe les zones humides. Ça veut dire que cet endroit-là n'est pas classé, n'est pas protégé déjà ? Il est protégé dans un sens, sauf qu'à un moment, vous avez aussi des logiques politiques, locales. Et commerciales. Oui, enfin, sauf que vous avez aussi le président du conseil général du coin qui cherche à tout prix aujourd'hui à imposer ça, parce que sous pression des maséiculteurs qui ont besoin de cette retenue d'eau, qui ne veulent pas changer leurs pratiques agricoles et qui, pour ne pas changer, sont obligés de pourrir l'environnement et d'assécher ou d'en noyer des zones humides. Voilà. Et alors, ce qui est important de dire dans ces zones humides, c'est qu'il y a une faune importante, une flore aussi, et que ce sont bien souvent des animaux ou des plantes endémiques. Donc, si cet endroit disparaît, c'est toute une population... Je mets entre guillemets la population qui disparaît aussi, c'est ça ? Oui, mais c'est toute la perte de biodiversité qu'on constate au travers de l'artificialisation des terres agricoles ou de l'assèchement ou de l'ennoyement des zones humides. Alors vous avez recueilli combien de signataires là, sur cette pétition ? On en a recueilli à peu près 18 000. Donc il en faudrait encore combien ? Il faudrait surtout que les responsables politiques entendent, parce qu'on passe de 18 000 à 150 000, sans doute que ça pèserait un peu plus, donc évidemment il faut toujours se mobiliser, mais il faut le chaînon manquant, c'est-à-dire des citoyens qui se mobilisent, il y en a. Des responsables politiques qui écoutent et qui entendent. Qui se prennent des coups de bâton, parce qu'il y a eu des échauffourées avec la police, les gendarmes. Donc où on en est aujourd'hui sur ces... Cette zone est en train d'être... la partie forêt est en train aujourd'hui d'être coupée. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que vous avez faits et que les associations sur place, les gens qui se sont mobilisés sur place ont fait, la machine continue, c'est ça ? La machine continue, et vraisemblablement aussi parce que les pouvoirs publics ne veulent pas de précédent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner l'occasion à des militants locaux de fêter une victoire qui pourrait essaimer ailleurs avec d'autres militants qui pourraient se dire « la mobilisation paye ». Donc ils tiennent extrêmement dur, ferme sur les prix, de façon à ne pas perdre la face. Donc là, qu'est-ce qui nous reste comme solution alors ? Se mobiliser encore plus, continuer bien sûr. La mobilisation et aller sur place pour faire entendre le message aider les militants environnemental. Locaux à se mobiliser, évidemment, et changer la pratique agricole avec cet élevage industriel qui nécessite, après beaucoup de maïs, etc. etc. Parce que quand on est sur l'opposition à un projet, il est presque trop tard. Il faut qu'on puisse aujourd'hui remonter... Agir avant. Voilà. D'accord. Donc si vous avez envie d'aider tous ceux qui se mobilisent pour contre ce barrage d'irrigation de Sivens, eh bien vous pouvez aller sur la page Facebook pour en apprendre un petit peu plus. Agir pour l'environnement, c'est le nom de la page. Site web, c'est tout simple, c'est www.agirpourlenvironnement.org. Et puis on vous redonnera bien sûr toutes ces informations sur notre page Facebook à nous. Et puis je vous rappelle que notre site, c'est www.om5.fr. Et bien sûr, vous aurez tous les liens. Stéphane, merci. Et bonne prochaine mission, et venez quand vous voulez si vous avez envie de faire entendre un combat particulier, une mission particulière, eh bien vous êtes le bienvenu. Merci. Encore. Et nous, on se retrouve demain, plein de gros bisous, et puis très bonne matinée, très bonne journée à toutes et à tous.